Cet été, je me suis accordé quelques jours de vacances. Je me suis lancé le défi de partir pendant 2 semaines en totale itinérance en randonnée. Là, c'est le moment épique de la vidéo parce que, bon, présentement, j'ai une tendinite à la cheville, donc autant mettre à profit cet épisode et narrer mes aventures comme il se doit. Donc je disais, durant ces 2 dernières semaines, j'ai sillonné le sud de la France. Au total, plus de 250 km parcourus. De Montpellier jusqu'à Toulouse, une marche à la découverte des magnifiques bourgs qui ponctuent ces régions sauvages et désertiques. Sur le papier, cette épopée semble idyllique. Néanmoins, des difficultés sont venues entraver notre volonté. Le manque d'eau, de vivres ou encore la chaleur, mais surtout, le sac à dos. Le sac à dos, c'est 10 kg de foutoir à trimballer 7 heures par jour. Dans ces conditions, chaque kilo compte. En tant que books nerds, cette contrainte est un supplice. Lire ou porter? Face à ce dilemme cornélien, une solution s'est offerte à moi. La poste. Pourquoi ne pas poster les ouvrages emportés une fois terminés? Vous l'avez compris, cette semaine on va unboxer les colis que je me suis envoyés durant mes vacances. Ils sont juste ici, au total de 4, donc si ça vous intéresse, continuez de regarder. On commence avec Bonjour Tristesse, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai choisi pour son épaisseur plus que pour son sujet, bien qu'il m'ait toujours intéressé. Donc ce qui m'a intéressé d'abord dans ce roman, c'est son caractère édifiant. Il a été publié autour de 1953-1954 et il a tout de suite connu le succès du public et de la critique, puisqu'il a reçu d'ailleurs le prix des critiques durant la même époque, propulsant dès lors cet auteur tout juste majeur sous le feu des projecteurs. Et donc ça a créé tout un mythe autour du récit qui se rapproche pour moi des récits comme ceux de Colette, dans l'idée que c'est un petit récit de vie qui est proche du théâtre finalement, tant par sa chronologie, par le déroulement des faits, que par le nombre de personnages et la façon dont est agencée la trame. Aussi, même s'il est fin, il n'en est pas pour autant moins intense et le caractère édifiant n'a en aucun cas altéré la brillance de ce texte. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille, d'une adolescente de 17 ans qui s'appelle Cécile. Elle va en fait orchestrer un drame dans toute la substance de sa jeunesse, ce qui fait aussi le caractère presque grinçant du récit. Et cet épisode, elle va nous le raconter rétrospectivement, comment ça va la faire basculer vers la tristesse, mais aussi comment cet épisode va cristalliser son passage de l'adolescence à l'âge adulte. Cécile a 17 ans, elle vit avec son père, avec qui elle noue une relation très fusionnelle. Ils partent en vacances sur la Côte d'Azur dans une belle villa, et là-bas ils mènent une vie de luxure. Ils s'entendent très bien sur le fait que leur vie doit être ponctuée, doit être dirigée par le plaisir, par la vie mondaine. Son père est plutôt un coureur de jupons, d'ailleurs au début du récit il a entame une relation avec une jeunette mondaine, et puis il va rencontrer Anne, une bourgeoise qui a une vie totalement différente de la leur, et en fait cette femme, en rentrant dans la vie de son père, va complètement bouleverser leur vie, puisqu'il va être tellement fasciné et épris d'elle qu'il va décider de reconsidérer toute sa façon de penser, et peut-être même d'aller vers quelque chose de beaucoup plus chaste. Et dans ce bousculement de ses habitudes, Cécile va se sentir heurtée. Elle a peur de perdre tout ce qu'elle associait au plaisir jusqu'alors, donc elle va décider de créer une petite intrigue. Elle va convaincre une petite amie de l'époque d'entretenir une relation avec l'ex-copine de son père pour le rendre jaloux et le pousser à retourner vers cette relation futile. Mais le jeu d'intrigue va faire basculer la vie de Cécile à tout jamais et créer un tournant majeur dans sa vie ainsi qu'à celle de son père. Ici il n'y a aucun spoil parce que dès les premières pages, l'auteur nous met dans l'ambiance avec ces lignes. Nous avions tous les éléments d'un drame, un séducteur, une demi-mondaine et une femme de tête. Et c'est d'ailleurs réitéré dans le titre qui fait référence au vers d'un poème de Paul Éluard. Adieu tristesse, bonjour tristesse, tu es inscrite dans les lignes du plafond, tu es inscrite dans les yeux que j'aime. Tu n'es pas tout à fait la misère, car les lèvres des plus pauvres te dénoncent par un sourire. Bonjour tristesse, amour des corps aimables, dont l'amabilité surgit comme un monstre sans corps. Tête désappointée, tristesse, beau visage. Et on sait que ça sent sapin, mais on est tout de suite pris par la justesse du narrateur dans sa façon de raconter et d'exprimer cet épisode de sa vie. Cela nous offre une lecture acide de cet épisode de sa vie, d'un côté parce qu'on ressent cette culpabilité que ressent la jeune fille, et en même temps ce plaisir à aller de plus en plus loin dans le mal et dans le vice, et c'est ce qui offre aussi un côté tout à fait brillant au personnage, qui lui offre une complexité très intéressante et qui pousse finalement le rôle de l'adolescente, de la jeune femme, sous un autre angle que celui
ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir la romance, la découverte du corps, la construction par le corps. Toute la complexité du personnage nous offre vraiment un récit très intéressant et très agréable à lire, et quand on sait que l'auteur a rédigé ses romans à seulement 17 ans, on ne peut qu'acclamer la qualité du texte et même aller dans le sens de la critique. D'autant plus que j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans ce récit avec d'autres textes comme par exemple le blé en herbe de Colette, dont je vous ai parlé précédemment, ou encore la fameuse saga d'Elena Ferrante. Donc je pense que finalement Sagan, à travers ce roman, a cristallisé un personnage, un type de scène, et donc apparaît comme un récit majeur que je vous conseille de lire si vous vous intéressez un peu à la littérature francophone française. Le deuxième texte s'intitule L'homme des hautes solitudes de James Salter. Alors celui-ci était déjà ouvert parce que j'avais complètement oublié le titre de l'œuvre, je l'avoue. Pourtant j'ai vraiment adoré ce roman et je pense qu'il m'apparaît comme le roman que j'ai préféré parmi toutes mes lectures de vacances. Donc L'homme des solitudes, c'est un récit hivernal qui se déroule dans les Alpes et plus particulièrement à Chamonix. Là-bas on y retrouve Rand, un jeune américain qui décide de quitter la chaleur étouffante de la Californie pour se rendre dans les Alpes françaises, et plus particulièrement du coup pour s'intéresser aux chaînes montagneuses françaises. Là-bas il va décider de partir à l'ascension des différentes montagnes, donc dont la plus connue reste le Mont Blanc. Donc il va gravir et gravir, alors toujours plus loin dans la difficulté de l'ascension, avec pour un seul et unique but, conquérir la solitude des hautes ascensions, des grands espaces. Cette ascension, elle va être construite en parallèle avec le récit de vie d'un autre protagoniste qui s'appelle Jack, qui vont tendre vers le même but, mais pas de manière complètement similaire. Jack en fait est beaucoup plus orgueilleux, il veut gravir les montagnes mais pour le succès, pour la brillance, alors que Rand au contraire, lui, il cherche à escalader pour disparaître totalement, pour se fondre dans la glace, pour être invisible et se lier finalement complètement avec cette solitude. Mais ils tendent tous les deux finalement vers un but commun dans l'ascension, dans le gravissement, et ils sont pas complètement rivaux non plus parce qu'ils vont avoir l'occasion de gravir des montagnes ensemble, d'escalader ensemble. Donc il n'y a pas de dichotomie qui va se construire dans la relation qu'entretiennent les deux personnages, ce qui va créer quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus intéressant. Ce qui fait d'abord la pertinence du récit, c'est la boucle qui va se construire autour des personnages, mais aussi dans la chronologie. On a le sentiment vraiment que la réflexion des personnages forme une espèce de circularité et qu'ils vont finalement retourner à leur point de départ initial, ce qui offre une réflexion très intéressante sur la solitude, les moyens de l'acquérir. Le héros déchu atteindra son but, mais pas de la manière dont il l'espérait. La fin se termine de manière défaitiste, mais sur une fin ouverte, nous laissant la possibilité d'aller vers notre interprétation du récit, mais ça reste quand même assez doux amer, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que vous le savez maintenant, j'aime les récits doux amers et tristes. J'avais choisi ce roman à l'origine parce que je trouvais qu'il correspondait très bien au mood randonnée, marche en solitaire, etc. Et j'ai trouvé que le côté hivernal du récit en ferait un cocktail très rafraîchissant en cette période de canicule, et c'est pari gagnant parce que j'ai adoré ce roman. L'écriture est vraiment très belle, je n'en ai pas parlé auparavant, mais il se dégage une sorte de pureté dans l'écriture, dans les lignes de Salter qui se rapproche presque des paysages qu'il essaie de nous montrer, de nous décrire. Une sorte de miroir de ces paysages enneigés. C'est une prose d'ailleurs qui fonctionne aussi totalement avec le sujet, donc la conquête de la solitude. Un récit complet, tant par sa forme que par son fond, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Si vous vous intéressez à la littérature américaine, je pense que vous pourriez vous diriger vers celui-ci. Je le trouve majeur à mes yeux. Le troisième récit que je vais unboxer est en fait un swap parce que je l'ai échangé durant mon voyage. Parce que à l'origine j'avais pris un récit de Kerouac, un ensemble de nouvelles de Kerouac plus particulièrement, et ça me cassait les pieds. Donc lorsque je suis arrivée dans un gîte qui possédait une bibliothèque, je me suis empressée de l'échanger pour un classique francophone cette fois-ci, puisqu'il s'agit de L'herbe rouge de Boris Vian. Ce qui fait la particularité de l'écriture de Boris Vian et du récit par la même occasion, c'est son style. C'est un style très intéressant, presque fantaisiste dans son écriture de l'absurde et des paradoxes. Ce récit, donc cette courte nouvelle, nous raconte l'histoire de Wolf et de Lapis-Lazuli, deux hommes qui sont amis, qui sont aussi collaborateurs et qui partent à la recherche du bonheur et sont à la conquête du bonheur. Wolf considère avec beaucoup de cynisme que notre conception du bonheur, elle oscille entre félicité sotte et moment de cafard. Et pour lui, cette conception du bonheur, elle est vaine, elle n'est pas vraiment réelle, elle n'a pas de matière, elle n'a pas de masse. Et donc il va aller plus loin dans sa recherche du bonheur, dans sa conquête du bonheur. Pour cela, il va utiliser une machine à remonter le temps qu'il va concevoir avec Lapis-Lazuli, donc son mécanicien et son ami. Il va remonter le temps dans une introspection de sa propre personne pour remonter à travers les souvenirs qui l'ont défini, qui l'ont construit, parce qu'il pense que ces souvenirs, par leur construction et par le côté négatif qu'ils ont apporté à sa vie, ne lui ont pas permis d'avoir accès au bonheur. Ce qui est aussi assez intéressant dans cette machine à remonter le temps, c'est qu'une fois qu'on a exploré les souvenirs, qu'on s'est confronté à ces épisodes malheureux, ils disparaissent,
ce qui offre finalement un nouvel enjeu très intéressant dans la construction du bonheur. Est-ce que on peut être heureux sans avoir aucun souvenir de notre vie? Est-ce qu'on peut être heureux sans moments négatifs? Est-ce que le bonheur ne peut être qu'une suite de moments positifs et parfaits? Et donc ça crée une problématique sous-jacente. Peut-on être heureux? Peut-on exister quand on a une vie vierge de toute expérience? Donc c'est un récit quand même qui est assez qui cultive l'humour noir, et sous couvert de ce récit un peu humoristique, Boris Vian va explorer ses propres angoisses parce qu'il y a un côté autobiographique dans ce récit, notamment dans son rapport à l'enfance, dans la surprotection que vont lui apporter ses parents parce que c'était une personne malade atteinte du cœur il me semble, donc il va y avoir cette surprotection peut-être qui va lui créer des angoisses profondes par la suite, dans laquelle il va vraiment puiser dans la construction de cette nouvelle. La notion de couple est aussi très intéressante et très importante dans cette nouvelle, puisque même s'il ne s'agit pas, ça ne se constitue pas comme le noyau central du texte, de la trame, eh bien on se rend compte que l'absence d'amour qui émane de ces couples et la fatalité engendrée par ces relations, avec l'idée que les protagonistes se sont lancés dans une relation amoureuse par obligation plus que par envie, continue de souligner l'absurdité de leur vie et le côté vraiment impalpable, les choses matérielles qui constituent notre bonheur en tant que personne occidentale et en tant qu'humain. J'ai pris beaucoup de plaisir à me confronter à ce roman, à cette nouvelle, pardon. C'est la deuxième fois que je me confronte à Boris Vian et j'ai pris plus de plaisir à travers cette œuvre. Je l'ai beaucoup annoté d'ailleurs et je pense qu'il me faudra une seconde lecture pour vraiment aller au plus loin de mes réflexions. C'est le genre de texte que j'apprécie aussi beaucoup pour son caractère analytique, pour sa portée à la réflexion. Si jamais vous vous êtes jamais confronté à Boris Vian, ce sera peut-être un peu difficile pour vous d'entrer en matière parce que s'il a une écriture très particulière, mais personnellement j'aime beaucoup cette forme de texte et d'ailleurs je prends de plus en plus de plaisir à m'y confronter parce que par cette rencontre du paradoxe, par cette confrontation du paradoxe, eh bien on doit aller au-delà du sens, on doit aller derrière en fait le sens premier des mots pour pousser finalement la réflexion et créer des réflexions annexes, ce que je trouve très intéressant. Dépasser le sens premier du texte, finalement c'est un enjeu de lecture qui est assez courant, que dans les lectures universitaires on peut beaucoup explorer par exemple, mais la plume de Boris Vian fait qu'on s'y confronte malgré nous, ce qui est un exercice très intéressant je trouve, donc je vous le conseille fortement si jamais vous avez jamais lu Boris Vian. Encore une fois, ce texte est quand même assez court puisque ce n'est qu'une nouvelle, il y en a deux dans le récit, dans le recueil, donc ça vous permettra de découvrir l'auteur de manière assez rapide. Si vous avez une petite envie d'amuse-gueule, quelque chose à mettre en bouche, je trouve que c'est pas mal pour commencer. On termine avec un ouvrage de Bukowski qui s'intitule Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines. C'est un ouvrage, un recueil assez majeur de l'œuvre de Bukowski que j'ai découvert récemment à travers la dernière parution de ses poèmes Au diable Vauvert. Je vous en ai fait une publication sur Instagram d'ailleurs. Première lecture, je me suis empressée d'acquérir un nouvel ouvrage. D'ailleurs, il me semble que je vous en ai parlé aussi sur Instagram parce que j'ai dû vous faire un book haul il y a quelques temps déjà. À la différence du précédent, cet ensemble de nouvelles, cet ensemble de poésie pardon, est construit et pensé par l'auteur puisqu'il est dédié à Jane, qui je pense est sa compagne, son ex-compagne, je ne connais pas forcément la teneur de leur relation. Alors ce recueil n'est pas du tout vu comme une oraison funèbre, mais plutôt comme un espèce de journal intime, une lettre ouverte adressée à Jeanne, dans lequel l'auteur va finalement aborder pas mal de sujets qui ponctuent sa vie et qui sont toujours teintés d'une espèce de noirceur et de désillusion. Donc on peut aussi voir cet ouvrage, ce recueil de poèmes, comme une dédicace, un hommage. Je suis désolée pour cette coupure un peu abrupte, j'ai un problème avec ma caméra. Ce recueil de poèmes peut être également un hommage aux personnes en marge de la société. Il est vrai que Bukowski se positionne aussi dans cette branche. Comme c'est un peu difficile pour moi de vous faire une description d'un poème et de vous en donner mon avis, car c'est quelque chose d'assez subtil je trouve et de très subjectif, j'ai préféré vous lire un extrait pour vous donner une idée de l'ambiance, donc j'espère que cette lecture vous plaira. Conversation au téléphone. Je pouvais dire à la position du chat, à la manière dont il s'était tapi, que sa proie le rendait dingue. Et lorsque ma voiture est venue sur lui, il s'est redressé dans la pénombre et s'est enfui. Avec un oiseau dans la gueule, un très gros oiseau gris, aux ailes tombantes comme un amour brisé, transpercé par les crocs. Toujours en vie, mais plus beaucoup. Vraiment plus beaucoup. L'oiseau d'amour brisé. Le chat passe dans mon esprit et je n'arrive pas à le faire sortir. Le téléphone sonne. Je réponds à une voix, mais je le revois encore et encore, ainsi que les ailes tombantes et les ailes tombantes et grises. Et cette chose tenait dans une tête qui ne connaissait pas la pitié. C'est le monde, c'est le nôtre. J'ai raccroché le téléphone
et les murs chats de la chambre se rapprochent de moi. Je voudrais hurler, mais ils ont des endroits pour les gens qui hurlent. Et le chat passe. Le chat passe pour toujours dans mon cerveau. J'espère que ces deux petites lectures vous auront donné une idée de la plume de Bukowski. Personnellement, j'aime beaucoup sa prose. J'aime la manière dont il s'affranchit des codes et j'aime la façon dont il entrevoit le réel. Je trouve ça très poignant, très intéressant et ça me touche beaucoup. Personnellement, je pense me diriger vers ses romans très bientôt parce que c'est ce que vous m'avez conseillé le plus sur Instagram suite à ma revue sur son autre recueil de poésie. C'est sur cette petite page poésie que se clôt mon unboxing du jour, donc j'espère que ça vous a plu de passer un petit moment avec moi pour mon retour sur YouTube. Merci beaucoup à tous ceux qui ont patienté et qui m'ont laissé le temps de revenir. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux, j'ai rencontré pas mal de problèmes techniques suite à la perte de matériel et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à reposter de nouvelles vidéos. Finalement, on peut dire que cet unboxing apparaît comme un sans faute, mis à part le texte de Kerouac, mais je l'ai lancé, donc dans l'ensemble, j'ai pris beaucoup de plaisir dans mes dernières lectures du mois. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez lu pendant les vacances et si vous avez peut-être lu les ouvrages dont je vous ai parlé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire à ces deux petites questions, j'aime beaucoup vous lire, c'est toujours un plaisir de discuter et d'échanger avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aude de la chaîne Aude à la joie et toutes les semaines je publie une vidéo qui parle de littérature et que j'essaie de rendre amusante et divertissante, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à activer la cloche si jamais vous voulez vous rendre au courant de toutes mes publications. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao. Ah oui, et je voulais remercier toutes les personnes qui ont continué à regarder des pubs chiantes sur mon YouTube et qui m'ont permis de refinancer une partie de mon matériel. Voilà, sur ces dernières paroles, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.